Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, mon Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui. Le week-end, comment c'était? Un week-end de repos. Hein. Ah, d'accord. Un comme long tout week-end de week-end. repos. Ouais, oui. D'accord. Alors, l'actualité internationale nous emmène où ce matin? Ce matin, on va aller au Proche-Orient pour essayer de comprendre la situation qui est en train de se dégrader, notamment sur le plan sécuritaire. Il faut savoir que là-bas, Israël, évidemment, reste à l'épicentre, évidemment, des tensions dans cette partie, dans cette région du monde-là. Il faut comprendre que déjà, le 1er novembre dernier, il y avait eu des élections générales, donc des élections législatives. C'était les 5e au cours des 2 dernières années. Et ces élections législatives ont permis à Benjamin Netanyahou de revenir au pouvoir après 536 jours dans l'opposition. Alors, ce retour de Netanyahou se fait un peu dans un contexte déjà de grave crise politique interne à Israël. Et Benjamin Netanyahou a pu revenir au pouvoir en s'alliant justement avec les partis d'extrême droite et les partis ultra-orthodoxes. Il faut savoir qu'il y a 120 députés en Israël et donc la coalition de droite qui soutient Benjamin Netanyahou a 34 députés. Et dans ces 34 députés, il y a 32 qui sont du Likoud, le parti nationaliste, donc le parti de Benjamin Netanyahou. Il y en a 18 qui sont issus des partis d'extrême droite et le reste faisant partie, évidemment, des partis ultra-orthodoxes. Et donc, ce parti est véritablement, de toute l'histoire d'Israël, le parti le plus à droite de l'histoire. Et donc, ce parti extrêmement à droite a aussi en son sein, il ne faut pas l'oublier, le 9 janvier dernier, Benjamin Netanyahou avait présenté une première mouture de son gouvernement qui a finalement obtenu il y a quelques jours le vote de confiance de l'Assemblée nationale. Et donc ce gouvernement qui a un certain nombre de personnalités controversées, des personnalités de droite, d'extrême droite, enfin surtout d'extrême droite et de partis ultra-orthodoxes, ces personnalités n'ont cessé déjà, c'est des personnalités qui sont connues du grand public israélien pour leur position extrêmement dure à l'égard de la question palestinienne. Beaucoup de ces représentants-là souhaitent purement et simplement qu'il n'y ait pas du tout d'État palestinien parce qu'ils estiment que la Cisjordanie fait partie intégrante d'Israël et qu'en réalité, les Palestiniens qui sont là, on doit tout simplement les déloger et les envoyer dans les pays arabes voisins. Et donc, c'est dans cette situation extrêmement tendue que se sont produits 2 attentats, un vendredi et un samedi, qui ont fait au total 9 morts. Ces attentats-là, évidemment, ont été exacerbés par les positions d'un certain nombre de ces acteurs politiques israéliens-là. Et on se rend bien compte, une partie de la classe politique, enfin une partie de l'opinion publique se rend bien compte que si rien n'est fait, la situation sécuritaire pourrait se dégrader davantage et on pourrait voir la multiplication d'attentats. Parce qu'il faut savoir que dans la politique de représailles que met en place le gouvernement de Netanyahou, une personne qui est reconnue comme étant l'auteur d'un attentat, qu'est-ce qui se passe? C'est que sa maison est détruite, la maison de ses parents, de ses frères et sœurs s'il en a, puisqu'en général les Arabes vivent dans des pièces communes. Donc en général, la destruction de la maison de l'auteur de l'attentat, ce n'est pas que lui qui paye, c'est l'ensemble de sa famille qui paye. Et ensuite, avant ça se limitait à cela. Il faut savoir qu'en plus de cette mesure de destruction de la maison, il y a maintenant d'autres mesures qui visent par exemple à déchoir des droits de la sécurité sociale les familles des personnes qui sont auteurs des attentats. Alors, donc ces mesures-là sont défendues par le gouvernement Netanyahou comme étant des moyens de dissuasion. Or, on sait que depuis qu'il a mis en place cette procédure qui visait déjà à détruire les maisons des auteurs d'attentats, ça n'a en rien dissuadé les auteurs d'attentats. La preuve, la semaine dernière, vendredi et samedi, on a eu deux attentats. Et surtout, ça montre en quelque sorte une espèce d'impasse politique en Israël. L'impasse, c'est quoi? C'est l'incapacité à vouloir véritablement
s'asseoir sur une table avec les Palestiniens pour décider de leur avenir en commun, parce qu'ils partagent un même espace géographique. Et donc, il semblerait que de moins en moins de latitude est offerte à ceux qui sont pour la discussion avec les Palestiniens pour mettre en place véritablement deux États avec deux peuples, avec deux États qui vivent côte à côte. Pour les proches de Netanyahou, pour les partis d'extrême droite et les partis ultra-orthodoxes, il n'y en est absolument pas question. Et donc, le fait de voir Benjamin Netanyahou revenir au pouvoir, ça veut donc dire qu'il y aura un statu quo. Et le statu quo va entraîner une dégradation de la situation sécuritaire. Et donc, les Israéliens vont donc toujours vivre avec cette épée de Damoclès sur la tête liée avec les risques d'attentats. Parce qu'évidemment, le risque zéro n'existe pas, parce qu'on a vu des attentats au couteau, on voit des attentats à l'arme, aux armes automatiques. Donc on voit, sans oublier les attentats en employant des explosifs artisanaux. Et donc tout ça fait que la situation, évidemment, dans ce contexte aujourd'hui, elle est extrêmement tendue. Et le pire, c'est que ceux qui, sur le plan international, les alliés, aussi bien des Palestiniens que des Israéliens, qui avaient la capacité d'essayer, qui avaient le pouvoir d'essayer d'emmener Israéliens et Palestiniens à une table de négociation, on considère que ce n'est plus vraiment leur priorité. Que vous preniez les Américains, il faut savoir que le retrait progressif des Américains de leur agenda en termes de priorité de la question palestinienne, israélo-palestinienne, a commencé sous Barack Obama. Et ça s'expliquait par une simple conséquence, à partir du principe que les États-Unis étant devenus autosuffisants sur le plan énergétique, puisqu'ils n'ont plus besoin d'importer du pétrole, ils en ont à foison. Donc, ils n'ont plus besoin de mettre la grappe sur leurs alliés saoudiens et leurs alliés du Moyen-Orient qui leur garantissaient un accès illimité à cette ressource-là. Donc, ils n'ont plus besoin de déployer des efforts diplomatiques, des efforts financiers, des efforts militaires pour garantir cet accès-là. Et donc, de ce point de vue, ils commencent d'abord par se retirer du Moyen-Orient. Et puis, ils se disent, puisqu'on se retire, on n'a plus besoin de mettre la grappe sur nos soutiens saoudiens et autres. Donc, pourquoi continuer à déployer aussi des efforts pour maintenir, si tu veux, Israël, pour maintenir la question du dialogue, la discussion de la mise en œuvre de deux États. Donc, tout ce qu'ils font, c'est garantir à Israël un certain niveau de sécurité. Une sécurité, c'est-à-dire l'accès à des armes, l'accès au renseignement. Et donc, il y a une étroite collaboration, comme elle a toujours été entre les États-Unis et Israël. Et d'un autre point de vue, la question palestinienne est peu à peu jetés aux oubliettes. La même chose aussi pour les grandes puissances régionales du Moyen-Orient, que vous preniez l'Arabie Saoudite, que vous preniez l'Iran, que vous preniez l'Égypte, que vous preniez la Jordanie et autres. Cette question n'est plus d'actualité. Elle est certes d'actualité, mais elle n'est plus en priorité. L'Arabie Saoudite, pour le moment, elle a un problème, ça s'appelle l'Iran. Et elle a une guerre qu'elle mène au Yémen. Si vous prenez l'Iran actuellement a un problème qui s'appelle les États-Unis et Israël qui veulent mettre la main beaucoup plus sur son programme nucléaire. Donc, la question palestinienne n'est pas prioritaire. Et puis, ils ont depuis un certain nombre de semaines, ils font face à une espèce de soulèvement populaire interne qui fait que, vraiment pour eux, ce n'est pas vraiment la question prioritaire. Et puis, vous avez les petites monarchies qui sont là, Bahreïn, Dubaï et autres, qui, elles sont devenues des monarchies qui font beaucoup de business. Donc, elles privilégient le côté business avec Israël. C'est la raison pour laquelle on a vu avec Bahreïn la mise en place, ou bien avec Dubaï, la mise en place de vols commerciaux entre ces différents pays-là. Et donc, ces vols commerciaux-là montrent à quel point, évidemment, on a un changement de logiciel de la part de ces pays-là. Et bien entendu, tous ces changements-là se sont faits sans qu'il n'y ait eu aucune contrepartie en faveur du peuple palestinien. Et donc, le grand perdant de cette situation, c'est le peuple palestinien, parce que aussi bien en Cisjordanie qu'à Gaza, à Gaza, on a le Hamas qui est ultra puissant et qui ne veut pas discuter avec, évidemment, le pouvoir, l'autorité palestinienne, et qui est à Ramallah, qui est en Cisjordanie. Et donc, là-bas aussi, eux, ils considèrent que le Hamas, évidemment,
c'est pas la solution. Ils n'ont que des attentats. Eux, ils avaient pu obtenir un certain nombre d'avancées par le biais du dialogue, mais on se rend bien compte que le dialogue aussi, maintenant, il est mort de sa belle mort. Et donc, c'est toute cette situation qui laisse les mains libres à Benjamin Netanyahou pour essayer, à chaque fois, pour rester au pouvoir, de contenter, il est obligé de contenter les seuls alliés qu'il peut avoir pour rester au pouvoir, donc à savoir les partis d'extrême droite et ceux des partis ultra-orthodoxes. Et donc, il n'a d'autre solution que de pousser un peu plus vers plus de colonisation, vers plus d'expulsion de Palestiniens des terres qu'ils occupent, vers plus de nationalisation des territoires occupés. Et donc tout ça, malheureusement, se fait sur le dos des Palestiniens qui sont aussi alimentés par un certain discours radical, parce qu'ils voient que, évidemment, ils ont l'impression d'être abandonnés, et donc ils n'ont plus d'autre solution que d'user des attentats, parce qu'ils estiment que c'est la seule manière pour eux, peut-être soit d'attirer l'attention sur le drame qu'ils vivent, soit pour essayer de montrer qu'ils continuent à se battre. Ils se battent avec les seules armes dont ils disposent. Et donc tout ça se fait maintenant aujourd'hui. Si avant ces situations-là entraînaient immédiatement une forme d'intervention de la part de la communauté internationale. En général, quand il y avait du grabuge dans cette zone-là, immédiatement, il y avait une réunion du Conseil de sécurité. Donc, les 5 membres permanents se réunissaient et immédiatement, on essayait de trouver une solution. Au moins, on essayait d'en discuter. Aujourd'hui, après les 2 attentats de vendredi et samedi dernier, il n'y a eu aucune réunion du Conseil de sécurité. Il n'y a même pas eu... Tout au plus, on s'est limité à des déclarations de bonne intention de la part de la Russie, de la France, des États-Unis. Anthony Blinken a même entamé une tournée dans la région. Il était en Égypte hier, il sera aujourd'hui à Ramallah et à Jérusalem. Mais il est clair que la présence d'Anthony Blinken à Jérusalem ne va absolument rien changer à l'agenda de Benjamin Netanyahou et de sa coalition gouvernementale qui va, bien entendu, rester focus sur, évidemment, le fait qu'elle va multiplier les colonisations, elle va multiplier les implantations dans les territoires occupés au détriment des populations palestiniennes qui vont, elles aussi, essayer de multiplier les attentats, de multiplier les moyens pour essayer d'empêcher ça. Et donc, malheureusement, on va... Pour l'année 2023, je suis extrêmement pessimiste parce qu'on va en fait s'engager vers une année sanglante où on va y avoir à la fois des multiplications des implantations, multiplication des attentats, multiplication des saisies des maisons des auteurs d'attentats, destruction, etc. Et puis, bien évidemment, cela va se faire avec l'indifférence de la communauté internationale. Comme je l'ai dit, en Europe aussi, la question palestinienne et israélienne n'est plus la priorité à cause de la guerre en Ukraine. Et donc, tout ça fait que, comme je l'ai dit, Benjamin Netanyahou arrive à les partis d'extrême droite et les partis ultra-orthodoxes ont donc les mains libres pour pouvoir mettre sans aucune forme d'opposition possible en place leur dessein politique. Même si on assiste là à une espèce d'expression il y a aussi un élément qui est nouveau, c'est qu'il y a une partie de l'opinion publique israélienne qui est pour la paix et qui pour la première fois s'exprimait. Il faut savoir que lors des précédents gouvernements de Benjamin Netanyahou, cette partie de l'opinion publique-là n'était jamais entendue en Israël. On n'entendait jamais les gens qui disaient haut et fort qu'il fallait maintenir un canal de dialogue avec les Palestiniens pour donner une chance à la paix. Aujourd'hui, chaque week-end, il y a à Jérusalem, il y a à Tel Aviv, la capitale, des manifestations pour réclamer des discussions avec les Palestiniens. Malheureusement, je ne pense pas que ce gouvernement-là soit le bon, puisque ce n'est absolument pas dans son agenda de discuter d'une quelconque manière avec les Palestiniens. Et donc, la seule solution, c'est soit mettre le gouvernement à défaut, c'est-à-dire le mettre en minorité au niveau de la Knesset et entraîner sa chute, soit, malheureusement, n'avoir que ses yeux pour pleurer. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on va se retrouver juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.